Les 15 prochaines minutes, je vais partager avec vous en fait un peu de l'expérience que l'on a de la constitution de la mémoire d'une entreprise autour de la capitalisation de leurs données. Donc il y a à la fois mettre en œuvre ce capital, le constituer et l'exploiter. Donc je vais plutôt focaliser sur la constitution de ce capital et les problématiques que les entreprises rencontrent en essayant de se servir de ça pour essayer de s'en affranchir dans le projet HUT et prendre les bons principes dès le début et partir de là. Voilà. Donc la construction de la mémoire d'une entreprise, comme je disais, c'est son capital de données. Donc pourquoi ? Parce qu'au cœur de leur transformation digitale, en fait, les entreprises ont vraiment mis l'accent sur capitaliser sur ces données. Alors pourquoi c'est aussi très important ? Parce que ça leur sert en fait de changement de business model. En fait, les entreprises se changent ces 30 dernières années ont changé déjà 2 fois de modèle opérant. Et là, elles mettent vraiment au cœur de leur transformation la valorisation de leurs données. Pour ça, ils se basent essentiellement sur la constitution d'environnements de solutions informatiques, les entrepôts de données dans lesquels ils sont très, très matures et les lacs de données dont le premier séminaire sur le projet HUT avait fait aussi des présentations sur ce sujet-là. La constitution d'un capital, c'est bien, le gouverner, c'est encore mieux. Gouverner ce capital de données, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire s'assurer de sa qualité. On ne peut pas prendre... J'ai bien aimé sur la qualité de la mémoire aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut exploiter un capital que si on a confiance en ce capital, dont la qualité est clé, la communication, la transparence de cette qualité est aussi clé. Les problématiques, et là on verra ça un peu plus tard, autour de la sécurité et de la protection de ce capital et des problèmes éthiques, ça c'est aussi une autre partie. Et c'est le point sur lequel je vais mettre l'accent sur le cycle de vie. Alors le cycle de vie, c'est souvent le dernier oublié, comme la gouvernance lorsqu'on constitue ce capital, puisqu'on ne voit pas, pour les entreprises, ils ne voient pas de suite le retour sur investissement. Ils s'en rendent compte aujourd'hui parce qu'ils font face à de très grosses difficultés, notamment l'incohérence autour des données. Donc pour garder la cohérence, ça veut dire qu'il faut que ces données soient gouvernées. La prolifération, c'est le problème majeur de toutes les entreprises à l'heure actuelle. On peut y répondre simplement en se disant, et ça c'est très bien pour les vendeurs de stockage, j'ai pas de souci, j'augmente mon volume, je vais juste rajouter du stockage, mais ce n'est pas la solution. Et vous verrez aussi pourquoi. Notamment, moi je travaille avec des entreprises qui par exemple ont eu une explosion de 35% de leur budget de dépenses autour du stockage. Qu'est-ce que ça implique pour un département informatique ? Ça implique que ça prend tout son budget. Ils n'ont plus de place pour innover, par exemple, ou investir dans d'autres domaines. Donc c'est pour ça que c'est revenu au cœur de leurs problématiques. Les régulations, les mises en conformité posent des problèmes aussi au niveau du cycle de vie de la donnée et de la gouvernance autour de ce capital. La protection, comme je disais, la cartographie, savoir ce qu'il y a dans une entreprise comme données, c'est très important pour constituer ce capital. Donc ça, c'est vraiment des bonnes pratiques que lorsqu'on démarre un projet en informatique, lorsqu'on va constituer le capital de données autour du projet HUT, c'est bien d'avoir en tête qu'il va falloir adresser ces points. La criticité, alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très important, c'est-à-dire conserver une donnée, c'est bien. Le cycle de vie, c'est la gérer, mais c'est important d'adapter selon la criticité d'une donnée. Donc, c'est-à-dire que l'on va classifier, donner, je dirais, une criticité à une donnée. Elle va être sensible, non sensible, selon le contexte et le point de vue dans lequel elle sera. Ça, c'est aussi très important. Une donnée critique, elle peut l'être pour un certain nombre d'individus, elle peut l'être pour certains autres. Donc pour ça, en fait, il va falloir adapter toutes les solutions autour du cycle de vie. Et là, j'ai mis vraiment en gras les difficultés rencontrées, c'est le coût, c'est la dépense sur la gestion de ces données. Donc anticiper, mettre en amont, c'est se prévenir un peu des difficultés qui ont déjà été rencontrées dans les entreprises. Donc c'est capitaliser par ce savoir-faire pour l'insérer dans le projet HUT. Alors, qu'est-ce qui est mis en place ? Je dirais c'est quelque chose, c'est essentiellement du bon sens, c'est ce qu'on appelle la gouvernance des données. Donc, ça peut paraître effectivement simple, mais c'est très, très difficile dans une entreprise de mettre ça en place parce que c'est quelque chose qui se fait a posteriori. Donc, qu'est-ce que c'est qui va se mettre en place ? Alors, la première chose qu'on pense souvent quand on travaille sur l'informatique, c'est l'outillage. L'outillage, les solutions techniques. Ça vient vraiment qu'en dernier. Les choses primordiales, c'est fixer des processus et des règles qui vont être à la fois décrites par les gens du métier et les gens qui vont opérer les données. Les rôles, l'organisation,
Ça, c'est vraiment, je dirais, 80% de la gouvernance des données. Processus, règles et rôles. Définir qui est responsable de quoi et sur quoi il s'appuie au point de vue processus pour gérer la donnée. Et puis, bien sûr, comme je vous disais tout à la fin, les outils. Quelque chose qu'on voit très très bien dans les entreprises, c'est que si le cycle de vie est pris en amont, donc tout le projet, on voit vraiment un impact derrière très positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je reprends ma casquette d'architecte, c'est-à-dire qu'un architecte en information ou un architecte lorsqu'il va concevoir un projet, il faut qu'il prenne en compte le cycle de vie de la donnée, dès le départ. Ça doit faire partie des prérequis. Et un projet ne peut pas démarrer si certaines règles, certaines questions n'ont pas obtenu de réponse. C'est ce qui se met en place dans les entreprises, en fait, vraiment un limitateur. Si le cycle de vie n'est pas géré en amont, eh ben, le projet ne va pas avancer. Voilà. Donc, par exemple, là aussi, pour une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, le fait d'intégrer le cycle de vie de la donnée en amont a permis de réduire de 20%. Et ça, je peux vous assurer que dans les départements informatiques, dans les entreprises, ça parle. Vous dites, on est capable, en mettant certains processus, certains rôles, en amont des projets, de réduire de 20% la dépense d'un département au niveau de leur stockage. Ça, c'est quelque chose qui leur parle et qui va leur servir, va forcer la mise en place. Aussi très important, pourquoi on en parle en amont du projet HUT? Parce que la gouvernance des données, ça ne peut se faire qu'à très haut niveau. C'est-à-dire dans les entreprises, et c'est ce qu'on va appeler par des sponsors de la fonction exécutive. Ça va être un dirigeant très très haut placé qui va forcer en fait, à ce que ce soit mis en place. Si ce sont les simples architectes qui disent parce que c'est des bonnes pratiques, il faut le faire, peu de chances que ça réussisse. Par contre, quand c'est un dirigeant, quand c'est le responsable du projet HUT qui va dire il faut influer de la gouvernance de données dès le début et gérer les données que le projet va produire, effectivement, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le cycle de vie des données? Eh bien, c'est essentiellement autour de la typologie. Je re-emphase là-dessus, la criticité, la sensibilité des données. Donc déjà, on ne peut pas gérer les données toutes de la même façon. Il faut avoir déjà cette nuance qui est établie et dès le départ, savoir un petit peu les données. Alors, c'est quelque chose d'itératif parce que des données, il va y en avoir tout au long du projet, des nouvelles qui vont arriver. Mais systématiquement, les classer, les classifier, leur donner, je dirais, une couleur, une nuance qui va faire que l'on va ajuster la solution de stockage par rapport à cette donnée, ajuster sa solution de sauvegarde, sa solution peut-être de purge, parce que c'est exactement de ce dont on parle lorsqu'on parle de cycle de données. Et on va adapter effectivement le coût à cette criticité. Par exemple, une donnée qui est critique, qui a besoin de haute disponibilité, on ne va pas la stocker sur le même support physique peut-être qu'une donnée beaucoup moins importante. Donc on va pouvoir nuancer et jouer avec ça. On va surtout, ce qu'on va mettre en place lorsqu'on met du cycle de vie de la donnée, c'est bien de donner des règles, c'est-à-dire que cette donnée, et je peux vous assurer, en 20 ans de pratique, c'est très difficile de demander à un utilisateur, dites-moi la règle de quand la donnée sera morte et quand vous ne la voulez plus, vous ne l'obtiendrez jamais. Donc ça se fait par forcer, c'est-à-dire que, et combien de projets sont créés et sont oubliés parce qu'il n'y en a plus de responsables. Donc on voit bien que les données ne bougent pas au point de vue physique, on va voir qu'elles ne sont pas accédées, elles ne sont pas mises à jour, mais plus personne n'en est responsable. Donc qui va prendre la responsabilité d'effacer, d'oublier cette partie-là? Donc ça c'est très important, c'est à chaque projet, à chaque donnée, il y a un responsable. Donc en gouvernance de données et en cycle de vie, on nomme ces responsables-là. On met en place aussi des purges automatiques, c'est-à-dire que là on va outiller une base de données qui va comme un petit capteur, une petite sonde qui va regarder, qui va faire un relevé d'activité. Il va dire, telle table n'est plus accédée depuis 6 mois. Ah, elle n'est plus accédée depuis 6 mois. On a un responsable, on va lui demander, attention, on va mettre en place des purges automatiques. C'est par exemple dans le document d'architecture, tous les 6 mois. Si une table n'est pas accédée, on va la changer peut-être juste de média. C'est-à-dire qu'elle est sur un média qui coûte cher, on va par exemple l'archiver. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place sur le cycle de vie de la donnée. On va insérer des fonctions d'oubli. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui se fait essentiellement au niveau des entrepôts de données, pour lequel il y a eu beaucoup de travaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la donnée n'est pas accédée, mais elle est toujours utile, il y a besoin de la conserver. On va peut-être l'agréger, la résumer pour en garder une mémoire, mais on va avoir tendance à libérer de la place, peut-être, au niveau du stockage, et libérer de la place pour faire autre chose. Donc les fonctions d'oubli, c'est très important. Et je reviens en face sur l'anthropologie, parce que j'y vois vraiment une belle analogie. Donc on garde la mémoire,
collective, on sait que les données sont là, mais on a instauré des fonctions d'oubli parce que techniquement, on a besoin de libérer de l'espace. Cataloguer les données, mettre à jour ça de façon itérative, c'est aussi important, et partager ce qu'il y a de disponible en vue de diminuer les répétitions de choses que les autres ont déjà faites. Je vais y revenir. Et bien sûr, identifier les données mortes. Donc c'est intéressant de voir aussi, en entreprise, on va associer des températures. Par exemple, on dit, il y a un référentiel qui est mis, une donnée, si elle a plus de 2 ans, elle va être rouge, si elle a moins de 1 an, elle va être orange, et, ouais, c'était le contraire au niveau des couleurs, c'est pas grave, et 6 mois, elle va être bleue. Donc voilà, donc on va nuancer ça, et par exemple, j'ai des entreprises qui publient ça, ils publient des tableaux de bord sur les températures des données pour alerter. Tiens, voilà, regardez votre entrepôt de données, vous n'avez que 10% de données actives qui vous sont vraiment utilisées. Qu'est-ce qu'on fait des 90% d'autres? Parce que stocker ces 100%, ça nous coûte tant. En entreprise, le coût, il est toujours très présent, mais c'est un bon moteur pour influencer en fait et obliger à instaurer le cycle de vie des données. Le cycle de vie des données, il n'est pas fait pour faire plaisir aux gens qui font de la gouvernance ou aux architectes, il est vraiment là pour être adapté à la vision de l'entreprise. Il suit vraiment la stratégie. Et c'est pour ça qu'il doit être mis très en amont. Donc, quelles sont les questions qu'il faut se poser lorsqu'on va faire le projet HUT, lorsqu'on fait le projet HUT, et auxquelles il faut répondre sur les données que l'on va capturer en vue de constituer cette mémoire autour du projet? C'est quels sont les types de données? Est-ce qu'on va avoir des données de type personnel, par exemple, de type plus technique? Donc c'est important d'avoir ces nuances. Quels logiciels vont les traiter? Comment elles vont être accédées? Par qui? Comment elles vont être valorisées? À travers de quoi? Est-ce qu'elles vont être indexées? Est-ce qu'elles vont être sauvegardées? Comment? Quelle période? Est-ce qu'elles auront besoin d'être restaurées? Si par exemple on les perd, si une donnée est perdue, si elle est corrompue par exemple, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toutes les questions auxquelles il faut se poser, pour intégrer les réponses en amont. Quelle est leur durée de conservation? Alors ça c'est très intéressant. Moi si je vous demande le projet HUT, vous pensez conserver les données combien de temps? Qu'est-ce que vous allez me répondre? 6 mois, 1 an, toujours? On constitue un capital qui va être très important. On a en tête l'exploitation de ce capital aujourd'hui, peut-être des projets, mais on ne sait pas quelles nouvelles idées vont émerger dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, ce n'est pas évident de dire une durée de conservation, mais on va se poser la question. Et on va avoir des contraintes. On va avoir des contraintes réglementaires, on va avoir des contraintes de coûts, on va avoir des contraintes de personnes, d'environnement. Donc tout ça, c'est quelque chose auquel il faut penser en amont et auquel on pense lorsqu'on fait un projet de constitution de mémoire de la donnée. Donc là, juste pour terminer, sur une étude de cas, en fait, la problématique donc chez un grand assureur français, donc ils ont un gros problème de prolifération de données autour de leur lac de données. Donc une augmentation de 15 pétabytes de données par mois, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que les gens du département informatique, ils ne peuvent pas dire on ne peut pas prendre. Ils n'ont pas d'autre choix que de dire il y a cet amas de données qui arrive. Et donc tous les mois, ils se retrouvent à acheter du stockage, par exemple. Donc ils ont eu une explosion de 40% de leur budget informatique, en fait 35% pardon, par an, dû à cette non-anticipation. C'est-à-dire lorsqu'on fait un plan de dépenses dans le département informatique, on va le faire à 1 an, à 5 ans. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de tenir un plan budgétaire. Donc pour une entreprise, c'est catastrophique. Et en même temps, les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens métiers. Ils ont besoin de ces données, ils ont besoin de les exploiter. Donc, ce qui va être mis qui est mis en exergue, c'est comment peut-on essayer de maîtriser. Ils ne disent pas qu'il y a 15 pétabytes de données inutiles qui sont produits. Mais ce serait intéressant un peu de voir dedans qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, donc, je dis 35% d'augmentation de coûts de stockage. Pas de responsable. Il y a un projet qui est créé, il est mis en production, plus personne ne s'en occupe. Et ça, je vous dis, c'est la réalité dans plein d'entreprises. Pas d'archivage. Les données sont actives tout le temps. Pas de niveau de criticité. Donc, sur du stockage au plus haut coût. Est-ce que c'est nécessaire? Pas de purge. Alors, je connais bien cette partie-là, puisque j'ai fait l'audit il y a quelques mois de cette partie-là. Donc, quelles sont les solutions que l'on a mis en œuvre pour maîtriser et solutionner ce problème-là? D'abord, on a fait un audit technique purement, regarder quelles données, elles étaient accédées, elles étaient situées où, qu'est-ce qu'elles faisaient. La température, on a donné une température. On a aidé au catalogage de ces données. On a surtout mis en place une plateforme collaborative. Alors, j'ai mis un bon mot anglais qui est dataset, c'est-à-dire que
lorsque les gens manipulent des données, par exemple dans les lacs de données, ils vont produire de la donnée. Parce qu'il y a la donnée qui est acquise et la donnée aussi que l'on va produire. À ne pas négliger dans le cycle de vie des données dans le projet 8, il y a ce que l'on va récolter et ce que l'on va produire à partir de ces données récoltées. Donc c'est quelque chose qui va accroître encore la volumétrie autour de ces données-là. Donc admettons qu'il y a une équipe A qui va travailler sur et manipuler des données et créer des fichiers. Ce qui peut être intéressant, c'est de les partager, de les exposer pour que d'autres personnes n'aient pas à recréer et à dupliquer la donnée inutilement. Donc ces choses-là ont été déjà faites par quelqu'un. Donc on peut juste le partager. Donc ça peut sembler simple comme idée, mais ce n'est pas quelque chose qui a été mis en œuvre. Donc le partage, une plateforme collaborative des travaux qui sont faits est aussi quelque chose de très important et qui est lié au cycle de vie. C'est-à-dire, on va produire un fichier, par exemple, de travail et on va lui associer, c'est un fichier de travail, on va lui associer une durée de vie de 2 mois. Par exemple, chez ce client-là, il faisait des campagnes marketing. Donc constitution d'une base client marketing qui avait une durée de vie de 6 mois. Mais les campagnes marketing de 5 ans étaient sauvegardées. Vous imaginez l'amas de données et plus utilisé. Voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'était pas pareil. Nommer des responsables de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire qui sont responsables du cycle de vie du projet, des purges automatiques, j'y reviens encore, tous les 6 mois, systématiquement, effacés. Je peux vous dire que là, les utilisateurs, ça les fait réagir. Donc là, vous avez les règles de purge, vous avez les règles d'archivage qui arrivent. Et bien sûr, ce que derrière a fait le client, c'est que ça lui a permis de cataloguer ses services de stockage. C'est-à-dire comme un fournisseur cloud dans l'entreprise, il a pu offrir une solution adaptée de stockage en fonction des projets. Donc ça peut paraître aussi très simple et ça leur a permis de maîtriser un budget. C'est-à-dire, cette donnée ne va pas être sensible, n'a pas besoin. Donc, 3 critères simples qui permettent d'évaluer lorsqu'un projet arrive, de savoir dans quelle offre de stockage elle va être, plusieurs multiples, et donc maîtriser en fait l'enveloppe budgétaire autour du stockage. Donc pour terminer, je dirais que ce qui est très important dans le projet 8, c'est intégrer vraiment ces piliers de gouvernance de données en amont du projet. S'assurer comment les données vont être gérées, par qui, comment elles vont être sécurisées et protégées, et s'assurer bien sûr de leur qualité. Donc ça va passer par une création du catalogue de données, qui va être quelque chose par une classification des données, une criticité associée, et adapter un mode de stockage en fonction de ces différents critères. Et bien sûr, la recommandation, c'est d'évaluer régulièrement les températures des données. Voilà. Des questions ? J'aurais souhaité avoir votre définition de la plateforme collaborative. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous mettez sous cette expression en fait dans le cadre d'une entreprise, par exemple. Dans le cadre d'une entreprise, donc c'est dans la partie outillage, donc ça va être des solutions techniques. Donc ça va être différentes solutions du marché qui vont permettre, par exemple, que des fonctions comme les gens qui font de la gouvernance de la donnée, des gens qui font des data scientists, des gens qui vont faire l'administration d'un environnement et la même plateforme, le même outil pour communiquer. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer. Donc, IBM en fournit une, donc celle-là, je la connais très bien, où c'est vraiment le partage. C'est-à-dire que si je reprends ce flux, en fait, ce sont des flux, en fait, c'est une notion de flux. Donc, par exemple, quand je suis un data scientist qui va travailler sur des données et je vais créer quelque chose. Or, ce quelque chose, je vais demander à mon gouverneur, mon data steward, de le valider. Donc je vais l'exposer, il va recevoir un message instantanément sur sa plateforme, il va regarder ce que j'ai produit, si ça respecte les processus et les règles de l'entreprise qui sont exposés, en fait, il va l'approuver, le flow va repartir, la personne va pouvoir travailler dessus et son travail va pouvoir être exposé et partagé par d'autres personnes connectées à la plateforme. Donc ça, c'est vraiment une révolution de pouvoir connecter ces différents rôles. Parce que souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe dans un projet? On a notre catalogue de processus, donc c'est quelque chose qui est écrit à quelque part. Donc il faut l'ouvrir, il faut le lire, il faut vérifier que c'est bien écrit dans le document d'architecture, donc c'est documenté. Mais souvent, ça prend du temps, il faut passer en revue un projet derrière. Donc on va perdre de la fluidité et ainsi de suite. Or là, les plateformes collaboratives, elles sont faites pour accélérer et fluidifier cette production, en fait, autour de la richesse de l'entreprise. D'accord, très bien. Merci. Et juste pour terminer, quelles sont les personnes? Vous avez évoqué les data scientists et puis les data stewards. Oui. Quelles sont justement les nouvelles formes d'organisation
Alors, on va avoir... social, j'allais dire, oui, finalement. alors, vous m'excusez un peu des termes un peu en anglais, hein, je regarde Thérèse de loin. Donc, la première chose, la grande révolution qu'il y a eu, c'est de nommer ce qu'on appelle des CDO, des Chief Data Officers, dans une entreprise. Donc ça, c'est le premier garant de la mise en place de processus de gouvernance dans une entreprise. Avec la loi de RGPD, vous avez les DPO qui arrivent. Donc, aussi une autre fonction. On a les RSSI, les responsables de la sécurité du système d'information. Et après, on a les data owners, ceux qui vont être responsables de la donnée. On a les administrateurs de la base de données, qui vont être aussi là, qui vont être le pendant des data owners. Et on a les data stewards. Donc ça, c'est les différents rôles, différentes organisations, en fait, qui sont mises en place et qui sont vraiment un changement de culture dans les entreprises. Donc vous avez des... Alors moi je travaille beaucoup avec des organismes financiers, donc ça c'est comme ils ont des problématiques autour des régulations depuis très longtemps, donc c'est des organisations qu'ils ont mis en place, ils sont beaucoup plus matures pour mettre ça, mais même avec ça, on voit que les premiers CDO qui ont été nommés, ça a 3 ans dans les entreprises, donc c'est assez récent. Ce qu'on voit, c'est la création de départements de gouvernance, ça c'est aussi très récent, mais on voit ce changement de culture qui est lié au changement de business model en fait, des entreprises et de la prise de conscience de la valeur de la donnée et de la nécessité de la gouverner en fait. Voilà. Très bien, merci. Oui, j'ai une question en fait qui est donc il faut faire des choix dans l'entreprise. C'est un modèle très déterministe en fait parce que la question des choix, elle va diriger par la stratégie. Oui. Alors, je reprends l'exemple de l'assurance. Essayons de se projeter 40 ans avant. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, je fais des choix en fonction de mon métier. Mon métier, c'est de vendre de l'assurance. Il y a 40 ans, je peux pas anticiper le fait que je vais devenir une banque. Aujourd'hui, les assurances sont des banques. Comment on intègre comment on intègre le futur dans votre modèle? Alors, donc déjà, c'est pas un modèle, c'est des recommandations. Voilà. En fait, je dirais que c'est du bon sens, quel que soit mettre en place ces politiques-là. On les a pas mis quand on a commencé à constituer les premiers capitaux d'information quand on a créé les entrepôts de données. Les entreprises n'ont pas investi sur la mise en place de la gouvernance de la donnée. Elles ont investi parce que le retour sur investissement le plus palpable, c'était délivrer de la valeur au travers des entrepôts de données. Donc ils ont multiplié ces entrepôts de données, ils créent des lacs de données et là ils sont en face en fait à du silo et de l'incohérence. Donc ils sont obligés de mettre cette gouvernance-là. Donc je dirais que cette gouvernance-là, lorsqu'elle est mise en place, elle est pérenne pour les prochaines évolutions de modèles. Et une entreprise, comme je disais, ces 20-30 dernières années, elles ont changé. Elles sont à leur 3e changement de modèle. On est passé de quelque chose qui est event-driven, en bon anglais, donc géré par l'événement de ce qui se produit, par de l'information-driven, géré par l'information que l'on va délivrer. Donc les entrepôts de données sont vraiment arrivés là. Les systèmes transactionnels étaient en amont, les entrepôts de données après. Et maintenant, les lacs de données et autres pour mettre en œuvre, mettre au cœur la donnée au cœur des décisions et trouver l'information de demain au travers de ça. Donc, influer de la gouvernance va mettre juste en place des bonnes pratiques pour permettre la prochaine évolution au niveau modèle métier. Donc, je dirais que c'est juste des bonnes pratiques qui vont être pérennes pour les prochains changements d'évolution au niveau des modèles d'entreprise. Vous avez d'autres questions? Oui. Oui, merci pour... C'est juste pour moi. D'accord, c'est bon. Alors vous avez parlé du coût de la donnée, de son stockage, etc. Il y a le coût aussi de la gestion, j'imagine. Oui. Est-ce qu'on a un ratio entre ces deux coûts? C'est-à-dire à partir de quel moment le coût de gestion de la donnée devient plus grand que le coût du stockage, ou inversement? À partir de quel moment on peut stocker des données sans trop se soucier, et à quel moment il faut embaucher des gens pour les gérer, quoi? Alors, dans les entreprises, déjà, il y a le constat de cette explosion au niveau de la dépense au niveau du stockage. Ça, dans toutes les entreprises, c'est ce auquel ils font face. Après, le coût de la gestion le déclencheur, donc ça va dépendre
de chaque entreprise et de chaque budget qu'elle consacre en fait à la partie informatique versus la partie autre d'une entreprise. Ce que l'on sait, c'est que dans les budgets de dépenses informatiques, jusqu'à présent, si on exclut le stockage, les deux principaux postes de dépenses, à part les employés qui gèrent cette partie-là, c'était sur les projets d'innovation autour de la donnée, des entrepôts, des lacs, et autour de la sécurité. C'est les deux postes de dépenses les plus importants dans un budget informatique, à part les personnes. Il se trouve que les budgets à l'heure actuelle ne permettent plus d'investir dans ces innovations, dans ces nouveaux projets. Donc je dirais que quand arrive cette barrière-là, et vous êtes au moment de la bascule où le coût mis pour gérer mieux la donnée, effectivement, va être plus important parce que, on va dire, sur une économie d'échelle à 4-5 ans, on va faire en fait l'équation qui va être faite, c'est combien j'économise sur 5 ans, si en gros je dépense 100 et dans 5 ans j'aurai économisé 200 parce que j'ai dépensé ces 100 sur la partie gouvernance. Parce que c'est quelque chose qui coûte énormément dans les entreprises. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait avant aussi. Et que là, maintenant, ils y sont obligés. Donc, je dirais que ça dépend de chaque entreprise sur ce facteur qui va faire que... Ce qu'on voit aussi, c'est que pour la gestion de ces données, la plupart des entreprises font beaucoup appel aussi à l'extérieur et à la sous-traitance. Parce que pour eux, c'est une façon aussi de contourner leur budget, d'avoir des postes de dépenses de budget différents. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un constat à ce niveau-là. Parce qu'ils n'ont pas de budget pour accroître leurs ressources en interne, qui ont été déjà réduites au minimum pour faire fonctionner ne serait-ce que le département informatique d'une société.